Chapitre 106. La chasse et l'amour fut jouée comme pièce de circonstance le 22 septembre 1825. Elle eut un grand succès. C'était Dubourjal qui jouait le premier rôle. Quels étaient les autres acteurs, je n'en sais plus rien. J'aurais certainement oublié le titre de la pièce comme le nom des acteurs si je ne voulais pas marquer le point de départ de 100 drames que je ferais probablement, comme je vais marquer tout à l'heure le point de départ de 600 volumes que j'ai fait. Ce succès donna assez de confiance à Porcher pour que, sur ma première demande et sur mes billets à venir, il me prêta 100 écus. Voici à quoi étaient destinés ces 100 écus. Pendant les répétitions de La chasse et l'amour, et pendant que je cherchais un sujet pour travailler avec Lassagne, j'avais écrit un petit volume de nouvelles que je voulais faire imprimer. C'était l'époque des grands succès des petites choses. Je l'ai déjà dit à propos de La pauvre fille de Soumet et des Savoyards de M. Guiraud. Je le répète à propos non pas de mes nouvelles à moi, mais de 2 ou 3 nouvelles que venaient de publier Madame de Duras et Madame de Salm. Je ne me rendais pas parfaitement compte de ces succès, ou plutôt du bruit qu'ils produisaient. Je ne faisais point la part de la position sociale des illustres auteurs, et je ne voyais pas pourquoi je ne ferais pas le même bruit, et je n'aurais pas le même succès avec mes nouvelles que Mesdames de Duras et de Salm avec les leurs. J'avais donc fait 3 nouvelles. Ces 3 nouvelles formaient un petit volume. Ce petit volume, je l'avais offert à 10 libraires qui l'avaient refusé du premier coup, et je dois leur rendre cette justice sans la moindre hésitation. Ces 3 nouvelles étaient intitulées l'une Laurette, l'autre Blanche de Beaulieu. J'ai complètement oublié le titre de la troisième. De Blanche de Beaulieu, j'ai depuis fait La Rose rouge. De la troisième, dont j'ai oublié le nom, j'ai refait depuis Le cocher de cabriolet. Éprouvant refus sur refus de la part des libraires et convaincu que l'apparition de mon volume devait produire dans le monde littéraire une sensation au moins égale à celle d'Ourika, j'avais résolu de faire imprimer ce volume à mes frais. Il existait à cette époque de par le monde un homme qui s'y présentait avec une singulière prétention, c'était celle de renverser toutes les règles de l'orthographe pour leur substituer une orthographe sans aucune règle. À son avis, chaque mot devait s'écrire comme il se prononçait. De la racine grecque, de la racine celtique, de la racine romaine, de la racine arabe et de la racine espagnole, il ne s'inquiétait aucunement. Ainsi, il écrivait le dernier adverbe que vient de laisser échapper notre plume, O-Q-U-N-E-M-E-N. C'était assez difficile à lire, mais il paraît que c'était plus facile à écrire. Cet homme s'appelait Monsieur Marle. Monsieur Marle cherchait partout des partisans de son orthographe. Il comprenait qu'il ne pouvait faire une révolution que comme Attila, c'est-à-dire à la tête d'1 million d'hommes. Or, ayant jugé sans doute que les hommes de lettres, et en particulier les vaudevillistes, étaient ceux qui devaient le moins tenir à l'orthographe, il avait surtout essayé de faire ses embauchements parmi nous. Ce brave monsieur Marle publiait un journal écrit dans cette étrange langue que nous venons de dire. Ce journal, il le publiait chez un imprimeur qui demeurait cour des Fontaines et qui s'appelait Setier. En faisant la connaissance de monsieur Marle, j'avais fait la connaissance de monsieur Setier, et j'avais fait la connaissance de madame Setier. Madame Setier était une femme distinguée, anglaise, ou tout au moins sachant parfaitement l'anglais. Elle m'avait offert de me traduire quelques pièces anglaises que facilement, prétendait-elle, je pourrais approprier au théâtre français. Il en résultait que, comme la cour des Fontaines était à la fois proche de mon bureau, où j'étais, comme j'ai dit, forcé d'aller tous les soirs, et du passage Vérododa, où demeurait mon ami Thibault, chez lequel j'allais tous les jours, je m'arrêtais de temps en temps cour des Fontaines. Mes 3 nouvelles achevées, je les donnai à lire à madame Setier. Madame Setier, indulgente comme une femme, trouva mes nouvelles charmantes et obtint de son mari qu'il les imprimerait de compte à demi. L'impression des nouvelles, tirée à 1000 exemplaires, je croyais qu'on n'en tirerait jamais un assez grand nombre, l'impression des nouvelles devait comme frais monter à 600 francs. Moyennant 300 francs, M. Setier consentait à les imprimer. Il faisait de reste des frais, c'est-à-dire 300 autres francs. Il rentrait d'abord dans ces 300 francs, puis rentrait dans ces 300 francs, nous partagions les bénéfices pour moitié.
Voilà pourquoi je demandai à Porcher 300 francs que Porcher me prêta à valoir sur mes prochains billets d'auteur. Je portai mes 300 francs chez monsieur Setier, je déposai mon manuscrit, et le surlendemain j'eus la joie de corriger mes épreuves. Qui m'eût dit que ce qui me fit une si grande joie à cette époque me serait plus tard d'un si grand ennui? Au bout d'un mois, pendant lequel La chasse et l'amour suivait triomphalement le cours de ses représentations et me rapportait 180 francs de droits d'auteur et de vente de billets, mon volume parut sous mon nom avec le titre de Nouvelles contemporaines. On en vendit 4 exemplaires et l'on fit dessus un article dans le Figaro. Cet article, ce fut Étienne Arago qui le fit. Si ce chapitre va le trouver dans l'exil, son étonnement sera grand sans doute de voir qu'après 25 ans, je me souviens d'un article qu'il a oublié. 4 volumes laissaient entrer 10 francs dans la caisse de monsieur Setier. Monsieur Setier en fut donc à 290 francs pour avoir imprimé les nouvelles contemporaines, et moi de 300 francs pour les avoir faites. La spéculation n'était heureuse ni pour l'un ni pour l'autre. Aussi, je m'en tins à ce conseil que m'avait donné un libraire fort intelligent, M. Bossange, « Faites-vous un nom, et je vous imprimerai. » Là était toute la question, se faire un nom. C'était la condition qui fut posée à tout homme qui s'en fit un. Cette condition, au moment où elle me fut imposée, il s'est demandé, désespéré, comment il pourrait la remplir. Et cependant, il l'a remplie. Je ne crois pas au talent ignoré, au génie inconnu, moi. Il y avait des causes pour que Gilbert et Hégésippe Moreau mourussent à l'hôpital. Il y avait des causes pour que s'asphyxiassent Escousse et Lebras. C'est dur à dire, mais ni l'un ni l'autre de ces deux pauvres fous, s'il eût vécu, n'eût eu, au bout de 20 ans de travail, la réputation que leur valut l'épitaphe de Béranger. Je m'occupais donc sérieusement de me faire un nom pour vendre mes livres et pour ne plus les faire imprimer de compte à demi. Au reste, ce nom, si petit et si modeste qu'il fût, commençait à percer la terre. Vatou avait lu mon ode au général Foy et mes nouvelles contemporaines, car on comprend que la vente de 4 exemplaires avait donné un large champ à mes générosités, et un jour il m'envoya 3 ou 4 lithographies en m'invitant à en prendre une pour faire des vers dessus. Cela demande une explication. Vatou publiait La Galerie du Palais-Royal. Cet ouvrage, magnifiquement imprimé, paraissait sous le patronage du duc d'Orléans. C'était la reproduction lithographique de tous les tableaux de la Galerie du Palais-Royal, avec des notices, des nouvelles ou des vers faits sur ces tableaux par toute la littérature contemporaine. Je comptais donc dans la littérature contemporaine, puisque Vatou me demandait des vers. Le raisonnement, posé ainsi, pouvait plutôt être un sophisme qu'un dilemme, mais comme je n'avais à le discuter avec personne, il tint comme dilemme dans mon esprit et me devint un encouragement. Oh, je ne demandais pas mieux que d'en recevoir de tous les côtés des encouragements. Je choisis une lithographie représentant un pâtre romain d'après un tableau de mon voisin. Le pâtre était couché et dormait sous une treille. Je ne donne point comme bons les vers que je fis sur le sujet, je les donne comme une étude curieuse de mes progrès dans la langue poétique. Il est une heure plus brûlante où le char du soleil au zénith arrêté suspend sa course dévorante et verse des torrents de flammes et de clarté. Alors un ciel d'airain pèse au loin sur la terre, les monts sont désertés, la plaine est solitaire. L'oiseau n'a plus de voix pour chanter ses amours, et sur la rive desséchée, la fleur implore en vain, immobile et penchée, le ruisseau tarit dans son cours. Il est une place au bocage où, s'arrondissant en berceau, le lierre et la vigne sauvage se prolongent en verts assauts. C'est là qu'étendu sous l'ombrage, un berger du proche village trouve un sommeil réparateur, et près de lui son chien fidèle veille attentive sentinelle sur les troupeaux et le pasteur. Tu dors, jeune fils des montagnes, et mon œil aux débris épars autour de toi reconnaît ces vastes campagnes où florissait le peuple roi. Tu dors, et des mortels ignorant le délire, nul souvenir de gloire à ton cœur ne vient dire que tes membres lassés ont trouvé le repos sur la poussière d'un empire et la cendre des héros.
Ces grands noms qu'aux siècles qui naissent lèguent les siècles expirants, et qui toujours nous apparaissent debout sur les débris des ans, de nos cœurs sublimes idoles sont pour toi de vaines paroles, dont les sons ne t'ont rien appris, et si ta bouche les répète, c'est comme l'écho qui rejette des accents qu'il n'a pas compris. Conserve donc cette ignorance, gage d'un paisible avenir, et qu'une molle indifférence t'épargne même un souvenir. Que de tes jours le flot limpide coule comme un ruisseau timide qui murmure parmi les fleurs, et loin des palais de la terre voit dans son ombre solitaire le ciel réfléchir ses couleurs. Si du fleuve orageux des âges tu voulais remonter les bords, que verrais-tu sur ces rivages? Du sang, des débris et des morts. Les lâches clameurs de l'envie, la vertu toujours poursuivie, aux yeux des rois indifférents, et profanant les jours antiques sur la cendre des républiques, des autels dressés aux tyrans. Que dirais-tu lorsque l'histoire viendrait dérouler à tes yeux ces fastes sanglants, où la gloire recueille les erreurs des cieux? Ici les fils de Cornélie, que tour à tour la tyrannie écrase en passant sous son char, là, trahi du dieu des batailles, Caton déchirant ses entrailles pour fuir le pardon de César. Près de ces illustres victimes que pleure encore la liberté, tu verrais, puissants de leurs crimes, les grands fonder l'impunité. Lorsque sa rage est assouvie, un Sylla terminant sa vie, tranquille au toit de ses aïeux, un Tibère que l'on encense et qu'à sa mort un peuple immense ose placer au rang des dieux, alors à cette heure voilée où l'ombre remplace le jour, quand les échos de la vallée redisent de doux chants d'amour, seul peut-être au pied des collines, d'où Rome sort des ruines, viendrais-tu sans chien, sans troupeau, et, regrettant ton ignorance, fuirais-tu les jeux et la danse pour soupirer sur des tombeaux. Pendant ce temps, M. Marle avait été obligé de renoncer à son journal et nous avait proposé à Adolphe et à moi d'utiliser les 200 ou 300 abonnés qu'il avait en faisant pour ce noyau d'honnêtes gens une publication mensuelle. Après avoir longtemps agité la question de savoir si cette publication serait en prose ou en vers, nous décidâmes qu'elle serait en vers et en prose et qu'elle aurait nom la psyché. C'était un admirable moyen pour moi de publier ce que j'écrivais désormais en prose ou en vers, sans faire imprimer de compte à demi. Les vers ou la prose mis dans la psyché ne rapporteraient rien, mais aussi elles ne coûteraient rien. Nous publiâmes à cette époque quelques charmants vers de Madame Desbordes de Valmore et de Madame Amable Tastu. Voici les vers de Madame Desbordes de Valmore. Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête, plein de plumes choisies et blanc et fait pour moi, quand on a peur du vent, des loups, de la tempête, cher petit oreiller, que l'on dort bien sur toi. Beaucoup, beaucoup d'enfants, pauvres et nus, sans mère, sans maison, n'ont jamais d'oreiller pour dormir. Ils ont toujours sommeil. Ô destinée amère, cela, douce maman, cela me fait gémir. Et quand j'ai prié Dieu pour tous ces petits anges qui n'ont point d'oreiller, moi j'embrasse le mien, et seul en mon doux nid, qu'à tes pieds tu m'arranges, je te bénis ma mère et je touche le tien. Je ne m'éveillerai qu'à la lueur première de l'aube au rideau bleu, c'est si beau de la voir, je vais faire tout bas ma plus tendre prière, donne encore un baiser, douce maman, bonsoir. Prière. Dieu des enfants, le cœur d'une petite fille, plein de prières, écoute, est ici dans tes mains. Hélas, on m'a parlé d'orphelins sans famille, dans l'avenir, mon Dieu ne fait plus d'orphelins. Laisse descendre au soir un ange qui pardonne, pour répondre à des voix que l'on entend gémir, mais sous l'enfant perdu que sa mère abandonne, un petit oreiller qui le fera dormir. Madame Desbordes de Valmore est née à Douai. J'ai été le dernier enfant de ma mère et son seul enfant blond, m'écrivait-elle un jour, et j'ai été baptisée en triomphe à cause de la couleur de mes cheveux qu'on adorait dans ma mère. Elle était belle comme une vierge. On espérait que je lui ressemblerais tout à fait, mais je ne lui ai ressemblé qu'un peu, et si jamais j'ai été aimé, c'est certainement pour autre chose que pour ma grande beauté.
Mon père était peintre en armoirie, il peignait des équipages et des ornements d'église. Sa maison tenait au cimetière de l'humble paroisse de Notre-Dame de Douai. Je la croyais grande, cette chère maison, l'ayant quittée à 7 ans. Depuis, je l'ai revue et c'est une des plus petites et des plus pauvres de la ville. C'est pourtant ce que j'aime le mieux au monde, au fond de ce beau templeret, c'est qu'en effet, je n'ai eu la paix et le bonheur que là. Puis tout à coup une grande et profonde misère quand il arriva que mon père n'eut plus à peindre d'équipage ni d'armoirie. J'avais 4 ans à l'époque de ces grands troubles de France. Les grands-oncles de mon père, exilés autrefois en Hollande lors de la révocation de l'édit de Nantes, offrirent à ma famille leur immense succession, si l'on voulait nous rendre à la religion protestante. Ces 2 oncles étaient centenaires et avaient vécu dans le célibat à Amsterdam, où ils avaient fondé une librairie. J'ai là dans ma pauvre petite bibliothèque quelques livres imprimés par eux. On fit une assemblée dans la maison, ma mère pleura beaucoup, mon père était indécis et nous embrassait. Enfin, on refusa la succession de peur de vendre notre âme, et nous restâmes dans une misère qui s'accrut de mois en mois, jusqu'à causer un déchirement d'intérieur où j'épuisai toute la tristesse de mon caractère. Ma mère, imprudente et courageuse, se laissa envahir par l'espérance de rétablir la maison en allant en Amérique trouver une parente qui était devenue riche. De ses 4 enfants qui tremblaient à l'idée de ce voyage, elle n'emmena que moi. J'avais bien volontiers consenti à la suivre, mais je n'eus plus de gaieté après ce sacrifice. J'adorais mon père comme on adore le bon Dieu lui-même. Ces routes, ces ports de mer, cet océan où il n'était pas, me causaient de l'épouvante, et je me serrais contre les vêtements de ma mère comme dans mon seul asile. Arrivée en Amérique, ma mère trouva sa cousine, veuve, chassée par les nègres de son habitation, la colonie révoltée, la fièvre jaune dans toute son horreur. Elle ne supporta point le nouveau coup qui nous frappait. Éveillée violemment dans son dernier rêve, elle mourut au réveil à l'âge de 41 ans. J'expirais auprès d'elle quand on m'emmena en deuil hors de cette île dépeuplée, et de vaisseau en vaisseau je fus rapporté au milieu de mes parents devenus tout à fait pauvres. C'est alors que le théâtre offrit pour eux et pour moi une sorte de refuge. On m'apprit à chanter, je tâchai de devenir gai, mais cependant j'étais mieux dans les rôles de mélancolie et de passion. C'est à peu près tout mon sort que je vous dis là. On m'appela au théâtre Feydeau, tout m'y promettait un avenir brillant. À 16 ans, j'étais sociétaire sans l'avoir demandé ni espéré, mais ma faible part se réduisait alors à 80 francs par mois, et je luttais contre une indigence difficile à décrire. Je fus forcé de sacrifier l'avenir au présent, et dans l'intérêt de mon père, je retournai en province. À 20 ans, une grande douleur me força de renoncer au chant. Le bruit de ma voix me faisait pleurer, mais la musique roulait dans ma tête malade et une mesure toujours égale arrangeait mes idées à l'insu de mes réflexions. Je fus forcé de les jeter sur le papier pour me délivrer de ce frappement fiévreux, et l'on me dit que ce que je venais d'écrire était une élégie. Monsieur Alibert, qui soignait ma santé, devenue très frêle, me conseilla d'écrire comme un moyen de guérison, n'en connaissant pas d'autre. J'ai suivi l'ordonnance sans avoir rien appris, rien lu, ce qui me causa longtemps une fatigue pénible, car je ne pouvais jamais trouver de mots pour rendre mes pensées. Mon premier volume fut publié en 1822. Vous m'avez demandé, bien cher ami, comment j'étais devenu poète. Je ne puis que vous raconter comment j'écrivis. Madame Tastu avait eu une vie moins douloureuse et moins agitée. On le sentait aux calmes pulsations de ses vers. Elle avait, tout simplement, acceptant sa position de femme, donné sa vie à sa mère, à son mari et à ses enfants. Elle l'avait vécu entre ses 3 amours, ne désirant rien, ne regrettant rien, épanchant la poésie de son cœur quand il était trop plein comme tombe l'eau d'une urne trop pleine. Cette pièce donnera une idée de sa manière douce et mélancolique. Déjà la rapide journée fait place aux heures du sommeil, et du dernier fils de l'année s'est enfui le dernier soleil.
Près du foyer, seule, inactive, livrée aux souvenirs puissants, ma pensée erre fugitive des jours passés aux jours présents. Ma vue, au hasard arrêtée, longtemps de la flamme agitée, suit les caprices éclatants où s'attache à l'acier mobile qui compte sur les mailles fragiles les pas silencieux du temps. Encore un pas, encore une heure, et l'année aura son retour atteint sa dernière demeure, l'aiguille aura fini son tour. Pourquoi de mon regard avide la poursuivre ainsi tristement, quand je ne puis d'un seul moment retarder sa marche rapide? Du temps qui vient de s'écouler, si quelques jours pouvaient renaître, il n'en est pas un seul peut-être que ma voix daigna rappeler. Mais des ans la fuite m'étonne, leurs adieux oppressent mon cœur. Je dis, c'est encore une fleur que là j'enlève à ma couronne et livre au torrent destructeur. C'est une ombre ajoutée à l'ombre qui déjà s'étend sur mes jours, un printemps retranché du nombre de ceux dont je verrai le cours. Écoutons le timbre sonore, lentement frémi 12 fois. Il se tait, je l'écoute encore, et l'année expire à sa voix. C'en est fait, en vain je l'appelle. Adieu, salut, sa sœur nouvelle. Salut, quel don charge ta main, quel bien nous apporte ton aile, quel beau jour dorme dans ton sein. Que dis-je, à mon âme tremblante, ne révèle pas tes secrets, d'espoir, de jeunesse et d'attrait, aujourd'hui tu parais brillante, et ta course insensible et lente, peut-être amène les regrets. Ainsi chaque soleil se lève, témoin de nos vœux insensés, et chaque jour son cours s'achève en emportant, comme un vain rêve, nos vœux déçus et dispersés. Mais l'espérance fantastique, répandant sa clarté magique, dans la nuit du sombre avenir, nous guide d'année en année jusqu'à l'aurore fortunée du jour qui ne doit point finir. Il y avait encore, au milieu de tout cela, un poète charmant, un poète dont aujourd'hui tout le monde peut-être a oublié le nom, excepté moi, qui ai fait vœu de me souvenir. Il s'appelait Den Baron. Nous publiâmes de lui, inspiré par le tableau de Prudhon, une pièce de vers intitulée Zéphyr. La voici. Dites si vous avez jamais vu quelque chose de plus suave. Il est un demi-dieu, charmant, léger volage. Il devance l'aurore, et d'ombrage en ombrage, il fuit devant le char du jour. Sur son dos éclatant où frémissent deux ailes, s'il portait un carquois et des flèches cruelles, vos yeux le prendraient pour l'amour. C'est lui qu'on voit le soir, quand les heures voilées entr'ouvrent du couchant les portes étoilées, glisser dans l'air à petit bruit. C'est lui qui donne encore une voix aux naïades, des soupirs à syrinx, des concerts aux dryades, et de doux parfums à la nuit. Zéphyr est son doux nom. Sa légère origine, pure comme l'éther, trompe à l'œil de Lucine, et n'eut pour témoin que les airs d'un souffle du printemps, d'un soupir de l'aurore. Dans son liquide azur, le ciel le vit encore comme un alcyon sur les mers. Ce n'est point un enfant, mais il sort de l'enfance. Entre deux myrtes verts, tantôt il se balance, tantôt il joue au bord des eaux, ou glisse sur un lac, ou promène sur l'onde les filets d'arachnées, la feuille vagabonde et le nid léger des oiseaux. Souvent, sur les hauteurs du Sainte ou d'Érimante, sous les abris voûtés d'une source écumante, il lutine Diane au bain. Ou, quand au bras de Mars, Vénus s'est endormie, sur leur couche effeuillant en rosée d'Idalie, il les cache aux yeux de Vulcain. Parfois, aux antres creux, palais bizarres et sombres, de la sauvage écho, du sommeil et de l'ombre, du lion il fuit les ardeurs. Parfois, dans un vieux chêne, aux forêts de Cybèle, dans le calme des nuits, il berce Philomèle, son nid, ses chants et ses malheurs. Oh, puisses-tu, Zéphyr, auprès de ton poète, pour seul prix de mes vers, au fond de ma retraite, caresser un jour mes vieux ans, et si le sort le veut, puisse un jour ton haleine, sur les bords fortunés de mon petit domaine, bercer mes épis jaunissants.